Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'Histoire du Rhum, le podcast. Je m'appelle Mathieu Lange, je suis passionné par l'histoire et la culture du rhum. Depuis plus de 10 ans maintenant, je contribue à la rubrique Histoire et patrimoine du magazine Rhum Porter et je suis également conseiller dans une très célèbre cave à rhum qui possède un site internet et une boutique à Paris. Dans ce troisième épisode, nous allons parler d'une politique mise en place en 1922 qui n'a aucun équivalent dans le monde du rhum et qui régit encore aujourd'hui le marché français du rhum. Cette politique, c'est celle du contingentement. Cet épisode s'intitule donc tout naturellement « Le contingentement des rhums, un siècle d'histoire ». Et nous commençons par l'histoire du mot lui-même, contingentement. D'où vient-il ? À l'origine, il s'agit d'un terme philosophique dérivé de ce qu'on appelle la contingence. La contingence des choses désigne la possibilité qu'une chose arrive ou non. Cette notion sert à réfléchir aux questions de hasard, de causalité et de liberté. Contingentement était par ailleurs utilisé dans des textes anciens comme synonyme de fortuitement, ce qui nous raccroche au sujet du hasard. Or, le mot contingentement de 1922 est dérivé, lui, du mot contingent, qui est synonyme de quota. On parle de quota d'exportation, par exemple. Alors, comment le mot contingentement a pris ce sens de quota alors qu'il avait auparavant un autre sens ? D'après mes recherches, il faut passer par l'Allemagne, et oui. Au XVIIe siècle, l'allemand va prendre au français le mot contingent qui devient contingent. À la fin du XIXe siècle, l'Allemagne fait une réforme de l'imposition des sucres et de l'alcool dans laquelle on accorde des primes en fonction de la production, l'idée étant de la réduire. Dans la rédaction de cette loi, deux mots sont utilisés, contingent et son extension germanique, Kontingentierung, qui est traduit dans la presse française en 1895 par contingentement. C'est à ce moment-là que le mot contingentement prend le sens qu'on lui connaît aujourd'hui dans le monde du rhum. Alors, si on en revient à la France, la loi du contingentement est votée le 31 décembre 1922. Par l'outil fiscal, elle limite l'importation des rhums des colonies françaises en métropole et en Algérie, qui est à l'époque intégrée au territoire français. L'objectif est de faire remonter les prix du rhum qui s'effondrent depuis 1919. On organise une forme de raréfaction du produit sur le territoire pour faire remonter les cours. Il faut remonter à la guerre 14 pour comprendre le marché du rhum tel qu'il est en 1922. Durant la guerre, l'État a besoin des alcools pour alimenter le front, les hôpitaux, ou bien fabriquer de la poudre à canon, notamment en redistillant en métropole le rhum importé des colonies. Les cours du rhum restent stables dans un premier temps et augmentent subitement à partir de la fin de l'année 1915. En 1916, l'État tente de rééquilibrer globalement le marché des alcools. Par différentes lois, il s'octroie le monopole des alcools dits d'industrie, alcool de betterave, alcool de pomme de terre, et s'autorise la réquisition des alcools de bouche, distillats de vin, de cidre, de marc, de fruits, etc., dont le rhum fait partie. Mais il laisse ce marché libre. Et l'État rétrocède les excédents de la réquisition au marché. Il interdit par ailleurs les importations d'alcool étranger pour lutter contre le déficit commercial extérieur de la France. Cela n'empêche pas le prix du rhum d'augmenter, au point que les colonies décident d'importer de la mélasse étrangère à distiller pour alimenter le marché national. Mais en 1918, la guerre sous-marine en Europe provoque une sévère chute des importations de rhum. De plus, à la fin de cette même année, la grippe espagnole entraîne une réquisition excessive des rhums pour lutter contre ce virus, l'idée étant que le rhum aide à guérir la grippe. Les cours du rhum s'envolent, ils passent très rapidement de 400 francs l'hectolitre à 650 francs, puis 1200 francs. L'envolée des prix du rhum ne dure qu'un temps. En 1919, la guerre est terminée et deux phénomènes font basculer la situation. Le premier est la reprise des échanges maritimes durement atteints en 1918. Le blocage avait généré un accroissement des stocks de rhum dans les colonies, stocks qui se déversent massivement sur la métropole une fois la paix revenue. Le second phénomène est la remise rapide sur le marché des stocks réquisitionnés par l'armée. Les prix s'effondrent également très rapidement pour atteindre 200 francs l'hectolitre en 1921. On imagine facilement le problème que cela pose aux producteurs d'eau-de-vie métropolitaine, c'est-à-dire Cognac, Calvados, Armagnac, etc. Ils sont concurrencés sur deux aspects. Le premier est évidemment le marché de bouche. Le rhum séduit la population par son goût et par son prix. Le second aspect, moins connu, concerne le marché des alcools rectifiés. Ce marché permet de créer de l'alcool neutre utilisé dans l'industrie, la pharmacie ou tout simplement dans la préparation de liqueurs. Face à la chute des cours du rhum, les industriels souhaitant de l'alcool rectifié achètent du rhum à très bas prix pour le rectifier, et ce, au détriment des alcools métropolitains, pour qui l'alcool à rectifier est en réalité un débouché refuge.
Alors les producteurs d'eau-de-vie tentent dans un premier temps de faire interdire la rectification des rhums, en vain. En 1922, le rhum évince quasi totalement les eaux-de-vie métropolitaines du marché de la rectification. Il n'y a qu'une solution, limiter les importations de rhum en France. Lors du débat sur la loi de finances qui se tient en décembre 1922, des députés insèrent un article taxant fortement l'importation des rhums coloniaux, sauf pour un contingent qui reste à définir. Je précise qu'aucun député des colonies n'est présent, sauf celui de la Guadeloupe, le député Candace. Le projet présenté par la commission des finances est terrible, soyons clairs. Pour calculer les contingents d'exportation par territoire, elle propose de se baser sur la moyenne de production entre 1909 et 1913, c'est-à-dire avant la Première Guerre mondiale, période durant laquelle la production a fortement augmenté. Cela reviendrait à un contingent global égal à 145 000 hectolitres. Ensuite, la commission propose l'interdiction d'importation de rhum au-dessus de 65 degrés, le but étant de rendre la rectification en métropole dont nous avons parlé plus chère. Enfin, la surtaxe applicable au rhum admis en excédent serait alignée sur la taxe payée par les spiritueux étrangers. Ça, c'est le projet de la commission. Le député Candace, lui, se bat tout seul avec d'autres propositions. Par un autre calcul du contingent, il propose de le fixer à 230 000 hectolitres. Il propose également, et c'est intéressant, de supprimer la surtaxe lorsque le prix du rhum reviendra à 600 francs l'hectolitre. Ensuite, pour lui, l'interdiction d'importation de rhum devrait être fixée à 67 degrés, contre 65 selon les propositions de la commission. Enfin, il demande la suppression de ce qu'on appelait à l'époque le rhum fantaisie et qu'on appellerait aujourd'hui boisson à base de rhum. Évidemment, le député Candace, aussi vaillant soit-il, ne peut pas vraiment lutter et le résultat n'est pas en sa faveur. L'article 9 de la loi de finances du 31 décembre 1922, voté à 23h30, contient ceci. Le contingent d'importation en franchise de droit des rhums des colonies françaises est fixé à 160 000 hectolitres. Au-dessus de ce contingent, le rhum est soumis à une surtaxe qui est identique à celle que payent les spiritueux étrangers. Les rhums coloniaux ne doivent pas titrer à plus de 65 degrés en arrivant en France. L'importation de rhum étranger est interdite. Et l'appellation rhum fantaisie est interdite, seule victoire du député Candace. Pour comprendre la brutalité de la mesure, je vous cite les chiffres d'importation de rhum en 1919. C'est une année exceptionnelle, certes, mais il s'élève à 375 000 hectolitres d'alcool pur. En 1913, donc avant la Première Guerre mondiale, la France importe 250 000 hectolitres de rhum. Donc, lorsque la loi octroie 160 000 hectolitres de rhum d'importation en franchise de droit, on mesure le coup de massue que cela représente. Le but est clairement de restreindre le marché du rhum. Une fois la loi votée, il faut répartir les contingents sur chaque territoire. La répartition se base sur la moyenne de production des années 1913-1919, et c'est le décret du 20 février 1923 qui règle la question. La Martinique obtient 80 000 hectolitres d'alcool pur, la Guadeloupe 60 000 hectolitres, la Réunion 18 000 hectolitres, l'Indochine 1133 hectolitres, Madagascar 630 hectolitres, la Guyane 140 hectolitres, Mayotte 92 hectolitres, Établissement d'Océanie 3 hectolitres, la Calédonie 2 hectolitres. Au sein des territoires producteurs de rhum, il faut séparer les producteurs en deux groupes. D'une part, les usines à sucre qui distillent de la mélasse, et d'autre part, les distilleries agricoles. Ensuite, on tient compte de la production moyenne de chaque distillerie pour répartir les contingents entre chaque producteur. C'est comme ça que le mécanisme fonctionne. Alors, le pouvoir colonial local comprend très vite le choc que le contingentement produit chez les producteurs. Il surveille la situation et plaide pour un assouplissement. D'ailleurs, dès le 25 décembre 1923, soit moins d'un an après l'adoption de la loi, le contingent global est relevé à 185 000 hectolitres. Pour mesurer l'impact de la politique de contingentement, je vous invite en Guadeloupe, où nous allons rencontrer un personnage qui nous a laissé un document historique très intéressant. Il s'agit d'un agent de l'administration, l'agent Boulmer, en charge de la rédaction d'un rapport sur l'application de la politique du contingentement. Je vous laisse imaginer ce fonctionnaire de 3e classe faisant probablement le tour de quelques distilleries guadeloupéennes en 1923 et 1924 et devant rédiger ce rapport sur une toute nouvelle politique de gestion du marché du rhum qui, un siècle plus tard, existe toujours. Il tape son rapport à la machine à écrire avec probablement en tête les distilleries découvertes.
extrait de cette machinerie pour étudier le rapport Boulmer sur la politique du contingentement en Guadeloupe. D'après ce rapport, la Guadeloupe se sent lésée. Elle trouve injuste le déséquilibre de contingent avec la Martinique. Elle met en avant plusieurs arguments. Premier argument. Durant la Première Guerre mondiale, la France a demandé à la Guadeloupe plus de sucre que de rhum. Donc la production de rhum, qui était certes élevée, restait moins importante que celle de la Martinique. Deuxième argument, la Guadeloupe possède la même surface de canne à sucre que la Martinique, donc le potentiel de rhum est le même. Enfin, troisième argument, la Guadeloupe avance que pour produire autant de rhum durant la Première Guerre mondiale, la Martinique a dû importer de la mélasse guadeloupéenne. Autrement dit, il y avait un aspect exceptionnel à la production martiniquaise de rhum. Malheureusement pour la Guadeloupe, les protestations sont vaines en matière de rééquilibrage, mais l'augmentation globale du contingent, qui concerne évidemment la Guadeloupe, aide à apaiser les choses. Alors quelles sont les conséquences de la politique du contingentement sur le marché du rhum ? Très rapidement, les cours du rhum se redressent. Trop rapidement peut-être, car le rhum devient sujet de toutes les spéculations. Mais la hausse des prix rassure une partie des producteurs, tout comme les importateurs. Il faut juste trouver la bonne mesure. En 1925, le contingent est de nouveau relevé à 200 000 hectolitres. La nouvelle répartition est la suivante. La Martinique reçoit 88 900 hectolitres d'alcool pur. La Guadeloupe, 67 922 hectolitres. La Réunion, 30 626 hectolitres. Madagascar, 6105 hectolitres. L'Indochine, 5487 hectolitres. La Guyane, 850 hectolitres. Les établissements français de l'Océanie, 100 hectolitres, qui soit dit en passant sont entièrement captés par la distillerie d'Atimaono à Tahiti. Et la Nouvelle-Calédonie reçoit 10 hectolitres. Si le contingent global ne change pas dans les années suivantes, on observe de légères modifications de répartition entre les territoires jusqu'à une fixation presque définitive en 1930 pour la période 1930-1939. L'idée est de stabiliser le régime fiscal. Cependant, les modifications de contingent entre 1923 et 1930 ont influé sur le cours du rhum, parfois positivement, parfois négativement. Cela a participé tantôt à faire remonter le prix, ce qui était l'objectif initial, et parfois à le faire de nouveau baisser lorsqu'il était trop haut. Ces fluctuations parfois brutales ne plaisent pas aux négociants métropolitains qui sont les premiers acheteurs de rhum dans l'Hexagone et qui vont exiger dans les contrats d'achat une clause visant à renégocier les dits contrats en cas de modification du contingent global. L'augmentation du contingent amenant mécaniquement une baisse des prix, les négociants veulent tout simplement en profiter. Et c'est ce qui va se passer en 1934 où il y a une augmentation minime du contingent. On passe de 200 000 hectolitres à 201 650 hectolitres, le contingent supplémentaire étant uniquement destiné à la Guyane. Mais cela suffit pour voir des acheteurs se lancer dans des renégociations de contrats, ce que contestent les importateurs et ce qui conduit à des procès dans tous les sens. Mais pourquoi finalement faire autant d'histoire avec les contrats ? Parce que depuis la crise de 1929, il y a une crise de la consommation et une baisse tendancielle des prix. Donc tous les moyens sont bons pour renégocier les contrats et profiter des baisses de prix. Dans le pays, la crise de la consommation va conduire par ailleurs à l'application d'une clause tout à fait néfaste du régime du contingentement, qui consiste à dire que si le contingent annuel n'est pas atteint, le manque à exporter est reporté l'année suivante. Alors ce qui paraît être une mesure de logique ou de générosité ne fait en réalité que mécaniquement augmenter le contingent d'exportation d'année en année. Donc d'un côté, en cette période de crise de la consommation, les prix du rhum, malgré la baisse, restent trop hauts pour le consommateur, et d'un autre côté, avec la clause du report, le contingent atteint un niveau qui annule les effets de la régulation. Donc l'État doit intervenir, l'État va prendre deux mesures. La première, en 1934, un décret retire d'autorité 40 000 hectolitres du contingent global pour le transférer l'année suivante. Cela n'est d'aucune utilité. La seconde mesure, en mars 1935, un décret dit d'échelonnement des expéditions, compliqué à mettre en œuvre, est pris, également en vain, en tout cas dans l'immédiat. L'État ne se démonte pas pour autant. Le 21 septembre de la même année, une mesure radicale s'impose. En concertation avec les professionnels du secteur, l'État rachète 50 000 hectolitres de rhum sur 2 ans à 400 francs l'hectolitre pour rééquilibrer le marché. Pour financer cet achat, l'État met en place une taxe de 60 francs par hectolitre sur la consommation, taxe présentée comme provisoire. Je vous laisse imaginer le futur de cette taxe dite provisoire. Les mesures prises ont un réel succès, mais limité dans le temps. Aussi, les producteurs des territoires ultramarins, ayant vu le prix remonter, demandent cette fois à l'État, au vu de ces nouvelles expérimentations qui ont rehaussé le prix du rhum, d'établir un régime pérenne. Mais pour les acteurs métropolitains, importateurs et négociants, exposés à la taxe de 60 francs, cela ne convient en rien.
On voit alors se dessiner une alliance entre l'État et les producteurs contre les commerçants qui souhaitent un régime plutôt libéral, bien que tout le monde soit désormais d'accord sur l'idée de déblocage des contingents par tranche en fonction d'un prix minimal assurant la rentabilité du rhum pour les différents acteurs. C'est ce schéma, qui repose sur le triptyque échelonnement, financement, assainissement, qui est adopté dans la loi de finances de décembre 1937. Chaque tranche de contingent devra être débloquée en fonction du prix du marché. La taxe de 60 francs par hectolitre, à l'origine provisoire, est évidemment pérennisée, et l'État s'engage à ponctionner les excès de contingent si le prix du rhum chute. Cette loi de finances entame par ailleurs un tournant qui se confirmera après la guerre. Jusqu'à présent, les négociations s'organisaient à tour de rôle avec les différents acteurs. Le 8 mars 1938, un décret met en place la Commission consultative des rhums. Il s'agit d'un comité interprofessionnel composé de 51 membres regroupant tous les acteurs de la filière. Il a pour but d'orienter la politique rhumière du gouvernement en agissant sur la fixation d'un prix minimum, sur l'échelonnement, sur l'assainissement du marché, c'est-à-dire le retrait du surplus du rhum, et sur le financement. Donc en moins de 20 ans, le marché du rhum est passé d'un régime complètement libéral à une situation de cogestion où la filière doit s'organiser elle-même pour trouver ses équilibres et orienter la politique de l'État. Ensuite, il y a la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle le régime du contingentement n'est plus à l'ordre du jour, puisqu'à partir de 1942, les relations entre la France et ses colonies sont coupées, il n'y a plus d'importation de rhum, et il y a une accumulation de stocks dans l'outre-mer. Nous passons donc directement à la période d'après-guerre, durant laquelle le contingent est relevé pour absorber les stocks à 204 050 hectolitres d'alcool pur. C'est en 1950-1951 que le contingent reprend son sens à partir du moment où les producteurs d'alcool métropolitains ont reconstitué leur stock et que le marché s'est rétabli. On réactive les tranches, 10 au total, visant à échelonner les exportations de rhum. De plus, s'ouvre un nouvel âge d'or du rhum en France. Mais dans les territoires de Rhum, devenus départements français pour la plupart, le marché est en réalité complètement déréglé. Alors que se passe-t-il et pourquoi y a-t-il un problème sur le marché du rhum dans les territoires ultramarins ? Depuis 1934, les distilleries peuvent, si elles le souhaitent, transférer leur contingent individuel à une autre distillerie. Cela a par exemple pour but, lors d'une cessation d'activité, la vente du contingent d'une distillerie à une autre. On peut également avoir pour objectif, lorsqu'une distillerie s'arrête mais que le propriétaire souhaite conserver une marque de rhum, de faire distiller, comme on dit à façon, son propre contingent par une autre distillerie. Donc cette idée de transfert introduit de la flexibilité dans le marché local du rhum, mais en 20 ans, cette mesure a complètement déséquilibré le marché. Concrètement, dans les années 1950, nous avons des distilleries inactives depuis plusieurs années qui louent chaque année leur contingent à d'autres distilleries et qui s'aménagent ainsi une petite rente annuelle. On va prendre l'exemple de la Grande Terre en Guadeloupe. En 1957, vous avez 26 distilleries qui possèdent un contingent. En réalité, seulement 4 sont en activité. Ça, c'est le premier abus. Le second abus vient des usines sucrières. Dans la répartition locale des contingents, une partie est destinée aux usines sucrières qui produisent du rhum de mélasse, et l'autre partie est destinée aux distillés de rhum agricole. Eh bien, avec ces histoires de transfert de contingents, les usines, en absorbant les contingents de distilleries agricoles inactives, distillent bien plus que leur contingent initial, jusqu'à 47% de plus selon les années. Donc, pour établir la situation, pour assainir tout ça, un décret de 1955 applicable au 1er avril 1957 fixe un principe simple, ne peuvent bénéficier d'un contingent que les distilleries en activité. Par conséquent, entre 1955 et 1957, toutes les distilleries inactives ont dû céder à titre définitif leur contingent aux distilleries fumantes. Ce décret est donc fondamental pour la gestion du marché local. Plus généralement, il y a plusieurs aspects dans le fonctionnement du marché local. Le premier est qu'il existe un contingent à l'exportation, mais également un contingent local. 90% du contingent global des usines est destiné à l'exportation, contre 10% pour la consommation locale, si on prend l'exemple ici de la Martinique. Ensuite, une distillerie peut tout à fait cumuler un contingent de rhum de mélasse et un contingent de rhum agricole si elle le souhaite, et ce, en fonction de sa production réelle. Enfin, dans le groupe des distilleries agricoles, il y a des disparités énormes en matière de contingent, puisque certaines n'ont pas 100 hectolitres, alors que d'autres peuvent en avoir plus de 1500. Notons cependant aujourd'hui que les disparités entre les distilleries sont bien plus fortes.
Si l'on en revient au niveau national, on constate que la bonne reprise de l'après-guerre dure une vingtaine d'années jusqu'à la fin des années 60. Dans les années 1950, l'outre-mer exporte en moyenne 200 000 hectolitres par an vers l'Hexagone. Et puis, peu à peu, le marché français du rhum se contracte. En 1970, l'Hexagone consomme 135 000 hectolitres d'alcool pur. En 1980, la consommation tombe à 100 000 hectolitres d'alcool pur, puis à 72 521 hectolitres en 1991. Donc pour résumer, après un âge d'or du rhum, on assiste à un effondrement de la consommation qu'il convient évidemment d'expliquer. Première raison, on a une très forte augmentation de la consommation des autres spiritueux en France, comme le whisky, la vodka, le gin et les spiritueux anisés comme le pastis. On a vu l'effondrement de la consommation de rhum sur 20 ans. Mais on observe que la consommation de spiritueux, elle, passe de 850 900 hectolitres d'alcool pur en 1965 à 1 420 000 hectolitres en 1991. Donc la consommation globale des spiritueux a fortement augmenté, mais au détriment du rhum. Le second point qui concerne le rhum, c'est la consommation hivernale du rhum qui aide à lutter contre le froid. Cette consommation-là s'est effondrée. La pratique est tombée en désuétude, on ne boit plus de rhum pour lutter contre la grippe, on construit désormais des appartements bien chauffés l'hiver, donc plus besoin de boire du rhum pour se réchauffer. Si l'on s'attache aux détails du marché du rhum en tant que tel, le rhum ambré s'affaisse, et aux Antilles, le marché est bousculé par l'effondrement de l'industrie sucrière qui fait chuter la production de mélasse, et donc la production de rhum de mélasse. Seul le tourisme fait en sorte que le rhum blanc agricole, à travers le Tiponche, puisse gagner un peu de terrain, mais globalement, il y a une crise de la consommation du rhum antillais. C'est surtout le rhum de fête qui s'impose dans cette période de déclin. C'est la grande époque des discothèques, par exemple. C'est l'explosion d'un cocktail que nous connaissons qui est la piña colada, à base de rhum, d'ananas et de coco, boisson devenue boisson nationale à Porto Rico en 1978. Porto Rico, vous le savez certainement, est l'île où se trouve le siège de Bacardi. Et quelques chiffres concernant Bacardi cette fois. En 1960, Bacardi exporte dans le monde 1,7 million de caisses de rhum. En 1989, elle en exporte 22 millions. Et évidemment, la France n'est pas épargnée par la vague Bacardi. Et cela me donne l'occasion de vous raconter une anecdote méconnue. En 1971, Bacardi ouvre une distillerie à Fort-de-France, en Martinique. Bacardi espère avoir ainsi des facilités pour mieux s'implanter sur le marché européen, mais Bacardi n'a pas vu venir la chute de la production de sucre, et donc de mélasse. Elle s'est mise à importer de la mélasse de Guadeloupe pour alimenter sa distillerie, et puis l'usine Bacardi a fermé 20 ans plus tard, en 1991. Mais c'est assez symptomatique de l'époque. Toujours dans les alcools de fête, en 1980 est créée la boisson à base de rhum et de coco, le Malibu, qui connaît un grand succès. Et le rhum ne vient pas des Antilles françaises, mais de la Barbade. Si on continue dans les années 90, Havana Club, rhum cubain, s'associe à Pernod Ricard, qui lui ouvre grand les portes du marché français. Et donc, globalement, bien que les rhums français écrivent sur leurs étiquettes de rhum agricole à l'époque des recettes de cocktails type long drink, lorsqu'on entend cette musique dans les années 80-90, on ne pense pas instinctivement au rhum français. Je vous récupère pour revenir au sujet du contingentement. Dans les années 1980-90, on l'a vu, la consommation française de rhum est très basse. La production des dom-toms, disait-on à l'époque, se situe bien en dessous des 204 050 hectolitres de rhum contingenté. Mais surtout, la France rentre dans le marché commun européen. La question qui se pose alors est de trouver la manière de faire perdurer un régime fiscal français du rhum dans un marché commun. La France obtient donc une dérogation avec 3 ajustements techniques. Le premier est de passer d'un régime de surtaxe pour les rhums hors contingent à un régime de droit d'accise inférieur aux autres spiritueux. Concrètement, en 1992, les rhums français sont taxés à leur entrée sur le marché hexagonal à hauteur de 5 215 francs l'hectolitre d'alcool pur au lieu de 9 060 francs pour les autres spiritueux.
Le second ajustement concerne tout simplement le niveau du contingent. Celui-ci est ramené à la réalité du marché. Il tombe en 1995 de 204 050 hectolitres à 90 000 hectolitres, sachant que l'outre-mer français n'exporte plus que 75 000 hectolitres. En plaçant le contingent à 90 000 hectolitres, cela laisse en réalité une marge de progression. D'autant plus que dès 1997, le législateur prévoit la possibilité d'un contingent additionnel de 18 000 hectolitres. Enfin, et nous l'avons rapidement évoqué, c'est la fin des contingents locaux, le marché des territoires ultramarins redevient libre. À partir des années 2000, vous le savez certainement, le marché du rhum se redresse grâce aux efforts concrets des producteurs français, à la montée en gamme, à la création de l'AOC Rhum agricole de Martinique en 1996, puis des IG Rhum de Guadeloupe, de La Réunion et de Guyane en 2015, grâce au travail sur les rhums vieux, sur la fermentation, etc., mais également grâce à l'arrivée de nouvelles marques qui vont dynamiser le marché global du rhum, comme le Diplomatico, ou bien grâce à l'arrivée aussi massive des rhums arrangés. Les rhums français profitent donc de cette hausse générale de la consommation et le contingent s'adapte. On utilise déjà le contingent additionnel de 18 000 hectolitres, puis le contingent passe à 120 000 hectolitres d'alcool pur pour l'année 2012. En 2017, le contingent augmente de nouveau à 144 000 hectolitres d'alcool pur. Mais là, une bataille s'engage. Elle concerne la répartition entre les territoires des 24 000 hectolitres supplémentaires. Cette bataille se joue entre la Guadeloupe et la Martinique. La Guadeloupe demande une part de la hausse du contingent plus élevée que celle proposée à la Martinique, en affirmant notamment avoir une plus grande surface de culture de canne à sucre, argument qui a été déjà utilisé dès 1922. Par ailleurs, la base de calcul du contingent, bien que celui-ci ait augmenté, repose sur la production de rhum des années 1989-1994. Je vous rappelle que nous sommes ici en 2017. Or, la Guadeloupe a modifié sa structure de production, notamment dans le rapport rhum de mélasse, rhum agricole. Mais la Martinique, terre historique de rhum agricole, s'y oppose. Par ailleurs, la Réunion n'est pas silencieuse, elle qui ne possède qu'un contingent pour le rhum de mélasse et aucun contingent pour le rhum agricole. Elle menace de demander une part pour le rhum agricole. La question est tranchée à la fin de l'année 2018. La Martinique obtient 9 631,34 hectolitres d'alcool pur supplémentaires, la Guadeloupe 9 421,23, la Réunion 4 447,43, la Guyane 500. Et donc ici, on observe que la Guadeloupe voit son contingent progresser de 22,4% contre seulement 17,7% pour la Martinique. Cela maintient en réalité globalement l'écart de contingent entre les deux territoires en valeur absolue. Mais dans le détail, les 9 631 hectolitres alloués à la Martinique le sont uniquement pour le rhum agricole, alors que pour les 9 421 hectolitres alloués à la Guadeloupe, moins de 61% vont pour le rhum agricole. Alors ça fait beaucoup de chiffres, je le reconnais, mais tout ça pour vous dire qu'à l'issue de cette bataille, l'écart de contingent de rhum agricole entre la Martinique et la Guadeloupe s'est accru de plus de 4000 hectolitres au profit de la Martinique. Quant à la Réunion, elle n'a pas obtenu de contingent pour le rhum agricole. Et pour finir avec les chiffres, le contingent a de nouveau augmenté au 1er janvier 2024 pour s'établir à 153 000 hectolitres d'alcool pur. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut observer que le contingent de 2024 reste inférieur au contingent alloué en 1922-1923, puisque celui-ci était de 160 000 hectolitres d'alcool pur. Dans les territoires, et je termine ce podcast par là, les distilleries reçoivent chacune un contingent. On pourrait naïvement penser que l'on ne se base que sur la production pour répartir ce contingent. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a clairement des rapports de force qui s'établissent dans les territoires. Par exemple, une distillerie qui ne remplit pas l'intégralité de son contingent peut voir la partie de son contingent non honorée remise en jeu au profit des autres distilleries. Mais il n'y a pas de règle automatique de calcul. Nous pouvons également indiquer qu'une nouvelle distillerie de rhum n'a pas non plus automatiquement le droit à un contingent. Il faut que les distilleries possédant déjà un contingent cèdent une partie de leur propre contingent au profit de cette distillerie. Donc je vous laisse imaginer les tractations que cela peut engendrer. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cela vous a intéressé. Nous nous donnons rendez-vous au prochain épisode d'Histoire du Rhum, le podcast, et je vous dis à très bientôt.